Donc je disais que j'étais très heureux d'être parmi vous parce que je pensais qu'avec le virus, il n'y aurait pas trop de monde, etc., etc. Bon, ben, on est venu quand même. Et puis voilà, comme toujours, j'ai un peu le trac, ça ne paraît pas, parce que quand on aborde des questions vraiment cruciales, on aimerait que ça soit évidemment reçu et que l'on puisse contribuer à une évolution qui est indispensable aujourd'hui, compte tenu de l'évolution générale sur cette planète même. Alors, je vais donner juste un aperçu de ma biographie, non pas pour mettre en valeur Pierre Rabhi, mais quand même donner un peu une logique à partir de laquelle on peut dire le pourquoi d'une application aujourd'hui dans cette question cruciale et fondamentale qui est: est-ce que l'humanité a une suite de son histoire ou est-ce qu'elle n'est pas en train d'interrompre sa propre histoire? Mais elle l'interrompt d'une façon qui n'est pas juste, qui est un petit peu destructrice. Tout à l'heure, je parlais de... Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote attribuée à Gorbatchev, qui disait qu'un jour, il y a une planète de l'espace qui rencontre la planète Terre. Et cette planète de l'espace dit à la planète Terre: ma pauvre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sens mauvais, tu tout dépenaillé, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin bon, ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Et l'autre lui répond: ah, ça n'est que ça, je l'ai attrapé, puis je m'en suis guéri et tout va bien. Voilà. Alors c'est peut-être une histoire rigolote, mais c'est une histoire à méditer, parce qu'elle est réaliste aussi. Donc aujourd'hui, avec une phase de l'histoire qu'on pourrait dire paradoxale, parce que nous sommes sortis, si vous voulez, depuis peu, de la logique de la vie, c'est-à-dire où on n'avait que ses pieds pour se déplacer, on avait un cheval, ça allait mieux, et puis ça s'arrêtait là. Donc le rapport temps et espace, c'était un rapport équilibré et en même temps indexé sur notre capacité de déplacement sur la planète. Et puis on est passé du cheval animal au cheval vapeur, et aujourd'hui, vous voyez, on est nombreux à être ici, grâce au cheval vapeur. Seulement, cela a modifié aussi notre perception de l'espace et du temps. Et tout se planétarise, c'est-à-dire que tous les événements aujourd'hui, on peut plus, grâce à tous les outils dont nous disposons d'informations, on ne peut plus dire qu'on ignore. On est au courant vraiment de ce qui se passe sur l'ensemble de la sphère terrestre. Et ça pose la question: est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à changer si nous voulons véritablement que notre histoire puisse se poursuivre? Alors, pourquoi j'en arrive là? C'est que si je fais un peu de biographie, j'ai écrit un ouvrage que j'ai intitulé Du Sahara aux Cévennes, où j'ai expliqué mon propre itinéraire. Né dans le désert, du désert du Sahara, à la porte du grand désert, presque à la frontière marocaine, enfin vers la frontière marocaine, d'un lieu qui avait été fondé par un thaumaturge, c'est-à-dire un soufi totalement non violent. Et là, il s'agit d'une oasis. Et l'oasis, c'était évidemment cette réalisation humaine qui fait que dans un désert inhospitalier, dans un désert où la vie semble impossible, eh bien les êtres humains, grâce à leur génie, créent des lieux qu'on appelle oasis. Pour réaliser ces lieux, il faut évidemment de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, rien n'est possible. Mais dès qu'il y a de l'eau, eh bien on organise le système avec une harmonisation entre le végétal, l'animal, l'être humain, etc. Et il se trouve que, comme nous sommes dans des biotopes à très très fort ensoleillement, si on cultive les choses comme ça, elles sont grillées dès le lendemain par un soleil très intense. Alors on a trouvé une astuce, si on peut dire, c'est de planter les palmiers. Et le palmier,
il s'épanouit comme une ombrelle, hein, et puis grâce à l'ombre qu'il produit, eh bien, on peut cultiver des arbres fruitiers, et grâce à l'ombre du palmier, des arbres fruitiers, au sol, on cultive donc des légumes, etc. Et dans tout ça, s'entremêlent des animaux, en particulier beaucoup de moutons, chèvres, exceptionnellement vaches, mais très rares, et aussi avec un animal prodigieux qu'on appelle le dromadaire, qui lui, la nature lui a donné une énorme résistance, notamment à la soif. Il est très vigoureux, très frugal, parce qu'il mange des épineux, et cet animal, eh bien, permet aux nomades de circuler. Et la circulation nomade, c'est pas se promener, c'est aussi dans une organisation économique particulière. C'est-à-dire que le nomade transporte les denrées qui sont réalisées dans d'autres lieux, et il fait un peu l'échange entre tout ça avec un chamelier qui est là pour suivre, etc. Et puis, c'est dans ce milieu-là, dans ce biotope que je suis né. Mais il s'est trouvé que on était sur un territoire français. Les Français ont découvert du charbon dans notre sous-sol. Ils ont voulu exploiter ce charbon, et ça a été le bouleversement total de notre système traditionnel. C'est-à-dire que les gens sont devenus des mineurs allant travailler contre un salaire, et tout le système qui avait préexisté a été complètement dérangé. Voilà. Et dans ce dérangement, si vous voulez, dans cette déstructuration du système, eh bien un père, qui est le mien, qui se pose des questions sur est-ce que l'avenir est encore entre nos mains, ou est-ce que nous ne sommes pas contraints de nous adapter à la nouvelle logique que l'Occident a amenée. Voilà. Alors j'ai eu évidemment une blessure assez importante en tant qu'orphelin, puisque je n'ai pas connu ma mère. Elle est morte, j'avais à peine 4 ans. Un frère avec moi, plus jeune que moi, et cette blessure, elle reste toujours. En fait, comme nous n'avions pas de photos, hein, maintenant il y a des selfies partout, etc. Ben, il n'y a pas de moyen de photographier, donc cette mère est devenue une espèce de mythe et de mystère qui m'habite toujours. Qui était ma mère, à quoi ressemblait-elle, je n'en sais rien, voilà. Mais ce qui est ressorti de ça, c'est qu'en fait, comme l'organisation vernaculaire, celle qui avait prédominé, qui a existé auparavant, est remise en question par le charbon. On découvre du charbon dans notre sous-sol, et bien entendu, il faut exploiter ce charbon, il faut donc des mineurs, et ça a été le grand basculement vers une pseudo-modernité. Les gens sont devenus des mineurs salariés qui descendent dans les entrailles de la terre pour extraire cette matière combustible, et tout est bouleversé. Et à ce moment-là, mon père, qui était un forgeron, un musicien, etc., a été contraint lui-même de travailler, d'aller se faire embaucher à la mine, et comme il était assez astucieux, il a été plutôt conducteur de locotracteur, et donc il n'est pas descendu au fond. Seulement, ça l'a interpellé. Est-ce que mon enfant va avoir un avenir dans ce monde-là, dans le monde tel qu'il était organisé? Il rencontre un couple, un Français, un ingénieur et une institutrice, sans enfant, qui lui disent écoute, nous on veut bien éduquer ton enfant, lui apprendre les règles de la société moderne à laquelle il aura forcément affaire, mais dans des conditions quand même acceptables. Mon père dit d'accord, oui, je vous confie mon enfant, mais attention, il doit rester un musulman. Et du coup, cette condition, il doit rester un musulman, il ne doit pas devenir un chrétien ni quoi que ce soit, posait un problème, parce que, si vous voulez, vous savez que dans l'islam, le porc est prohibé
porc, ce que j'entends par le porc, le cochon, ce qu'on appelle le cochon, le vin est prohibé, l'alcool est prohibé, etc. Et moi, je suis pris en charge par un couple dont ma mère était une bourguignonne. Bourguignonne, donc née au sein même du vin. Vous voyez. Alors du coup, il fallait que je me garde de boire du vin, de manger du cochon, etc. Vous comprenez la complication que c'était. Et c'est comme ça, c'est peut-être cette contradiction-là qui chacun de nous peut dire à sa naissance, dans le milieu où il est né, il est prédisposé à avoir une orientation de vie d'une façon ou d'une autre, avec les éléments dont il hérite à travers ses ascendants, dans sa culture, etc., etc. Et donc, du coup, il m'a fallu pendant longtemps j'étais dans le grand écart entre l'islam et le christianisme, et la modernité et la tradition, le nord, le sud, enfin tout ça. Bon. Évidemment, ces choses-là ne sont pas aisées, c'est-à-dire que vous avez une espèce d'écartèlement et la question du choix. Qui a la vérité? Alors, je me plonge dans les philosophes en me disant, les philosophes réfléchissent, les philosophes... Et puis, ce que je constate, donc en tant qu'autodidacte, je dévore les philosophes, mais ce que je constate, c'est que les philosophes ne s'entendent pas non plus. C'est rien. C'est ce qui a donné les opposés, les marxistes, les ceci, les cela. Donc la philosophie en tant que telle, quand elle passe par une spéculation humaine, eh bien définit un peu les valeurs que chacun s'approprie. Voilà. Et étant tiraillé entre les deux valeurs en disant qui a raison, est-ce que c'est l'islam qui a raison, est-ce que c'est le christianisme qui a raison, est-ce que tel philosophe a raison, tel autre n'a pas raison, et dans cette prolifération d'ailleurs de philosophes où chacun amène sa propre pensée, il n'y avait rien qui marchait. Alors je me suis arrêté à Socrate. Et vous savez ce que dit Socrate? Qu'est-ce qu'il dit? Comment? Il n'y a pas que ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ça la vérité. La vérité absolue, c'est que nous ne savons rien. Alors on me dit, oui, tu es né, mais parce que... alors, on vous parle de liberté, mais j'ai jamais demandé à naître. Comment? On me dit, si, tu l'as demandé. Mais à quel moment j'étais bourré alors, ou je sais pas quoi, je ne comprends pas à quel moment j'ai choisi d'exister, de m'incarner. Donc on manipule toutes ces choses-là pour finalement essayer de donner une logique à la vie. Voilà. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Non seulement on n'y arrive pas, mais c'est la recherche, qu'elle soit philosophique, religieuse, et est à l'origine des pires violences. Les religions se combattent, les philosophies se combattent, tout le monde se combat, le nord, le sud, la race des uns, la race des autres, etc. Et donc l'humanité est mise par l'apport de religieux et l'apport philosophique dans une espèce d'incohérence généralisée. C'est quand même parce qu'il y a eu Karl Marx, il y a eu toute l'idéologie russe, l'idéologie, disons, qui a secoué la planète, et d'autres idéologies ont secoué la planète. Et les religions ont fait exactement la même chose, et donc on arrive à un moment où la question se pose, finalement, existe-t-il une vie avant la mort? Et alors dans l'itinéraire ordinaire, j'arrive en France complètement, c'était en 61, donc complètement perdu. J'arrive à Paris, je ne sais pas trop quoi faire, et je vais essayer quand même de trouver un boulot parce qu'il faut bien que je survive. Et quand je me présente pour trouver un boulot, on me dit « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Alors, le problème, c'était que je savais faire peut-être une belle dissertation sur Socrate, mais mon employeur ne semblait pas tellement intéressé. Voilà. Et je rentre dans cet univers
du travailleur, de celui qui est là pour servir le produit national brut, la concurrence internationale, la technologie, les idéologies nouvelles, etc. Et tout ça, tout ce brassage amène à dire, est-ce que ça crée de la sérénité, du bonheur? Non, ça crée, c'est tout le contraire. Et donc, rester dans cette logique-là, faire carrière dans cette logique-là, moi, ça ne m'était pas possible. Je rencontre une jeune fille, on se rapproche, on est amoureux, et puis en réfléchissant, on dit, moi, je ne veux pas rentrer dans cette logique. Alors, je ne suis pas en train de vous donner des leçons, moi, je suis simplement en train de témoigner, c'est tout. Et vous avez une idéologie qui vous dit, mais cette idéologie, elle est libératrice, elle vous libère. Sauf que quand vous prenez un itinéraire de l'être humain dans la modernité, de la maternelle à l'université, il est enfermé, on appelle ça le bahut d'ailleurs. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, voilà. Moi je travaille dans une grande boîte, vous savez. Ben, moi je travaille dans une petite boîte, voilà. Pour s'amuser, ben, je vais en boîte, bien sûr. J'y vais comment? Dans ma caisse. Et puis il y a la boîte, l'ultime boîte où on met les vieux, en attendant la dernière boîte que je voulais deviner. Alors on appelle ça une modernité libératrice. Vous voyez? Et donc on est en face d'un quiproquo, on est en train dans la gestion d'un quiproquo qui est celui de l'asservissement humain, qui aboutit évidemment à prendre l'énergie humaine pour faire du capital et pour que certains s'enrichissent en troquant leur vie contre un salaire. Donc cette logique-là, elle ne donne pas quelque chose d'équitable, elle donne quelque chose qui est chaotique, et on s'appuie sur la démocratie, sauf que la démocratie, il y a eu la révolution contre l'aristocratie et tout le reste, et on est parti sur le principe, on va instaurer un système qui, lui, va être équitable. Et cette équité, je la cherche. Et il y a de moins en moins d'équité parce que, en fait, à partir du moment où vous donnez au lucre, à l'argent, c'est même pas l'argent, c'est la finance, les pleins pouvoirs, évidemment, ces pleins pouvoirs sont destinés à se servir, à prendre la vie humaine pour que cette vie humaine et l'énergie humaine et le savoir humain soient absolument subordonnés et, disons, au service d'une logique dont la finalité n'est absolument pas équitable et dont les conséquences sont la destruction de la planète. C'est-à-dire l'accaparement, on accapare les dons de la planète alors qu'ils n'appartiennent à personne, personne ne les a fait. Et puis, voilà, on crée un système d'accaparement qu'on appelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, capitalisme, enfin tout ce qu'on... Non, ça veut dire simplement qu'il y a une minorité humaine qui peut accaparer énormément au détriment de la majorité. Et c'est dans quoi nous sommes. Entre la personne qui mange à sa faim, qui jette, les poubelles sont pleines, etc. Et puis quand vous allez dans l'autre côté, vous avez des enfants qui meurent de faim, faute d'un bol de riz. Donc cette disparité, elle heurte la morale, et du coup, est-ce que nous pouvons rétablir les choses? En tout cas, si je reprends notre option, ça a été de dire avec Michel, voilà, on va vivre ensemble, on va mener une vie ensemble, donc, mais ça ne sera certainement pas dans la ville, et nous cherchons à aller vers la campagne, parce que je suis très sensibilisé à cette vie de campagne, avec l'agriculture, avec tout ça. Et donc on décide de faire un retour à la terre, avec le soutien et la suggestion d'amis qui vivaient en Ardèche, voilà, médecins notamment, docteur Richard, etc. On lui écrit, il nous attire, et il dit, bon, venez tenter votre chance. Donc j'arrive en Ardèche, nous arrivons en Ardèche, et avec la naïveté que j'avais à l'époque, à 21 ans, je vais à la banque, Crédit Agricole, pour dire je voudrais faire un emprunt pour acheter un lopin de terre, une petite ferme.
Ils me disent, est-ce que vous savez travailler la terre? Je ne suis pas obligé d'être honnête, j'ai dit non. Eh bien, allez apprendre, ce qui était logique, et après on discutera. Donc je vais apprendre, et puis malheureusement, ben, je tombe sur un enseignement de l'agriculture qui s'appuie sur la chimie. Tout est chimique. Hein, les engrais chimiques, les pesticides, etc. En même temps, les semences, disons, manipulées, enfin toutes ces choses-là. Mais je dis, c'est pas possible, je ne peux pas. Je deviens ouvrier agricole, et quand on devait traiter les arbres, parce que mon patron était comme arboriculteur, enfin, il produisait des pêches de l'Ardèche très, très, très belles, très bonnes, etc. Mais pour produire tout cela, ben, il fallait un arsenal chimique, parce qu'il faut lutter contre les prédateurs insectes, contre les maladies dites cryptogamiques, etc. Et donc on arrive à une situation qui était absurde dans ma tête. En même temps, pour fertiliser la terre, eh ben, on met des poisons aussi. On met des engrais chimiques, on met des chimiques. Voilà. Et dans cette terre vivante, au départ, elle est vivante, et quand vous l'analysez au bout de quelques temps, elle est morte. C'est-à-dire qu'à force de mettre des produits toxiques dans cette terre, eh bien, cette terre est intoxiquée, et c'est cependant à elle que nous demandons de produire notre nourriture. Donc ça produit une nourriture qui n'est pas bonne du tout pour la santé, parce que cette nourriture poussant sur une terre meurtrie ne donne que de la nourriture morte. Et ça a un effet réel sur la santé humaine. Et donc du coup, je suis désolé, je dis mais comment faire? Et avec la nourriture produite de cette façon, ben, quand on se met à table, il vaut mieux souhaiter bonne chance que bon appétit. Parce que, voilà. Et du coup, d'aberration en aberration, je finis par construire tout ce monde, toute cette fresque d'aberration dans laquelle je me dis, mais qu'est-ce que je devais là-dedans, quoi? Si l'agriculture, c'est uniquement intoxiquer la terre qui nous nourrit, etc. Et je n'ai jamais jugé les agriculteurs en tant que tels. J'ai jugé la logique mortifère dans laquelle nous sommes rentrés. Et aujourd'hui, peu de gens sont conscients que la terre-mère est détruite tous les jours. Et que nous allons laisser aux générations futures des terres mortes. Et comment se fait-il que malgré tous les savoirs, etc., tous les blabla politiques, enfin tout le truc qu'il y a là-dedans, on n'a même pas compris une chose simple, c'est que nous sommes des êtres vivants, des mammifères. Nous avons besoin de nous nourrir, et pour nous nourrir, il faut que nous ayons une nourriture vivante, pas une nourriture morte. Comment se fait-il que rien que ça n'est pas compris? Eh bien, en recherchant, en me disant, si l'agriculture c'est ça, donc je me retire, je ne fais pas ça. Et je découvre que des gens, des agronomes ont réfléchi à cette question, et je tombe sur Steiner, la biodynamie, en fait, toutes ces choses-là. Et du coup, il y a une logique du vivant qui m'apparaît, alors que le reste, c'est la logique de la mort. Et cette logique du vivant dit en particulier à la biodynamie, peut-être que dans la salle, il y en a qui connaissent un peu, c'est-à-dire que la réalité, elle est à la fois terrestre, elle est céleste, elle est énergétique, elle est tout ça. Mais qu'elle n'est pas simplement de la terre qui est un substrat minéral parce qu'on l'aura détruit, dans lequel on met des substances pour créer la nourriture. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas du tout étonnant que la santé publique, la santé du consommateur soit altérée parce que justement la nourriture est frelatée. L'eau est frelatée. L'air est pollué. Nous avons des ondes probablement qui nous traversent. Nous avons toutes sortes de phénomènes qui sont les phénomènes qui entretiennent la vie, mais qui ont été pervertis et faussés par cette nouvelle donne dite moderne qui finalement a en quelque sorte évacué l'esprit pour ne garder que de la matière. Et l'évacuation de l'esprit
l'évacuation de la poétique, de la poésie, et ben ça donne un monde sinistre, dans lequel on a l'impression bien plus d'exister que de vivre. Voilà. Et du coup, l'être humain, et les analyses, si on revient à des éléments extrêmement factuels, on sait très bien que le corps humain aujourd'hui est pollué, et qu'il y a une difficulté, les maladies, cancers, etc. se multiplient. Je ne dis pas qu'ils ne se multiplieraient pas sans ça. Et toutes ces pathologies que l'être humain lui-même ressent sont autant de signaux pour dire attention, nous nous sommes trompés. Et que le temps est venu de reconstituer une alliance fondamentale avec les lois de la vie, parce que nous faisons partie de ce phénomène de la vie. Avec une caractéristique, biologiquement nous sommes des mammifères, avec une tête sphérique, qui est un peu particulière, un cerveau qui est particulier, mais nous sommes tout à fait rattachés à ces phénomènes dits biologiques. Et qu'est-ce que nous faisons dans cette loi biologique absolument irrévocable? Et ben, dans la symphonie de la vie, on n'arrête pas de jouer une fausse note. Et de fausse note en fausse note, on transgresse de plus en plus, on va de plus en plus contre les lois de la vie. Et aujourd'hui, on est obligé de créer un ministère de l'écologie. Mais non, l'écologie, c'est la base même de la connaissance. Et je ne comprends pas pourquoi les enfants ne sont pas éduqués à l'écologie dès tout petits. Les mettre en rapport direct avec les lois de la vie. Alors, les lois de la vie, on falsifie, et quand cette transgression a des effets négatifs, alors on va chercher des stratagèmes, des choses pour essayer de corriger. Et ce qui fait que la conscience aujourd'hui de l'humanité, bien loin des lois de la vie, elle est prise en otage par une logique où c'est la finance qui domine tout, et avec tous les arbitraires que donne la finance. On a lancé une série de carnets d'alerte, dont un sur la finance, et ben la finance ou la prédation légalisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de l'argent, vous avez le droit de confisquer à vos semblables le bien qui revient légitimement à chacun. Personne n'a inventé la mer, mis des poissons dans la... Personne. On a la logique de la vie, et dans cette logique de la vie, on a intégré la prédation, on a intégré cette insatiabilité que donne l'argent, toujours plus indéfini, et du coup, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous sommes en train d'épuiser les ressources absolument indispensables à la vie, et en particulier aux générations qui viennent. Donc moi, j'ai affiché dans ma chambre un discours magnifique et sublime, celui du chef indien, je ne sais pas très prononcé, qui dit les Européens émigrés de l'époque sont partis de l'Europe pour aller vers l'Amérique, l'Afrique, etc. C'était les émigrés, comme maintenant, il y a des émigrés. Seulement ces émigrés-là, c'était pas aidez-nous, c'était on vous enlève et on s'installe. D'où une douleur que j'ai par rapport, par exemple, au peuple Pont-Rouge qui a été génocidé. Mais seulement on ne parle pas du génocide Pont-Rouge. Ça fait longtemps qu'il y a tous des militants qui disent il faut que les États-Unis reconnaissent qu'ils ont génocidé un peuple pour s'installer à leur place. Ben non, ça ne marche pas. Là, c'est moralisé, c'est-à-dire qu'il y a toujours des stratagèmes pour faire accepter les choses, les falsifier, etc. Et on continue encore sur ce quiproquo. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse justement, non pas un procès, disons, historique, mais éveiller la conscience des gens à cette prédation qui en fait, a été complètement normalisée, légalisée, voire même exaltée et magnifiée. Donc on est dans la magnifier même le mal. Quelqu'un tue quelqu'un, il est au tribunal. Si on vous a tué, que vous avez bien tué, vous avez des médailles. Est-ce que je dis des choses fausses? C'est bien juste ce que je dis. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une normalisation même de la violence.
le mal est normalisé, et même exalté, et même récompensé. Voilà. Alors, tout cela mis bout à bout, si vous mettez toutes les aberrations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui dans cette société, il n'est pas étonnant que nous soyons à la dérive. Parce que les véritables valeurs ont été supprimées. On ne peut pas prétendre survivre en détruisant les biens de la planète, en polluant. Voilà. Alors, on se demande pourquoi nous avons des connaissances énormes, mais ces connaissances sont plutôt du genre encyclopédique. C'est un empilement de connaissances. Et c'est vrai que je suis époustouflé de voir maintenant avec des machins, vous avez toutes les informations que vous voulez, du monde entier, tel, vous tapez quoi que ce soit, vous avez toute l'information. Mais est-ce que ça donne une culture ou est-ce que ça oriente la vie? Non, c'est de l'information. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai pris je vais assez souvent à Paris. Ce qui m'a frappé, c'est que de retour de Paris, je monte dans un train archi comble. Et ma destination est Montélimar, puisque je vis en Ardèche et que ma gare, elle est dans la Drôme, Montélimar. Je rentre dans le train, personne ne se parlait. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. Tout le monde était équipé d'instruments de communication, donc c'est censé communiquer, même améliorer en quelque sorte le dialogue interhumain. Ça, c'est ce qui met en avant. Mais la réalité, c'est que c'est en train de disloquer le système humain. Et c'est-à-dire disloquer, produire de la solitude, les outils qui prennent le dessus sur l'être humain. Vous imaginez aujourd'hui pas d'électricité, pas de communication et pas de carburant. Imaginez, c'est l'effondrement. La société est bâtie sur des éléments qui se sont tellement éloignés de la puissance de la vie, de la nature qui sait, elle, renouveler, qui sait... eh bien, on est tellement loin de ça que c'est la civilisation la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité, avec des apparences de solidité, c'est la plus fragile. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Alors tout ça, une fois qu'on a fait le diagnostic général, on ne peut pas simplement s'en tenir à dire, voilà, c'est une catastrophe, il y a des gens qui écrivent l'effondrement, les machins, etc. Mais même cette histoire d'effondrement, elle est plutôt réservée au monde occidental. Mais pour l'enfant qui ne mange pas à sa faim, l'effondrement, c'est tous les jours. Et il y a des milliards d'êtres humains pour qui l'effondrement, c'est pas pour demain. Ils sont déjà dedans. Et j'ai vu des enfants qui ne mangent pas, qui sont maigrichons, qui n'en peuvent plus, des mamans qui n'ont plus de lait. Alors, il y a la solidarité, ici, il y a des communautés comme ça, africaines, que j'ai connues. Si une maman n'a plus de lait pour une autre maman, peut en même temps, par solidarité, nourrir là. Et vous en arrivez à finalement à un certain moment où vous avez, on dit, ben, vous voyez, il y a du lait en poudre, il y a des choses comme ça, et ces pauvres mamans vont acheter du lait en poudre qui leur coûte très cher, et par ignorance, elles prennent de l'eau, qui n'est pas forcément de l'eau salubre, hein. Elles prennent de l'eau parce que la conscience de germes microbiens, etc., ils n'ont pas du tout intégré tout ça. Et elles mettent, par économie, elles mettent quelques cuillerées de lait en poudre, et pour elles, dès que c'est blanc, c'est du lait. Seulement, ils ne se rendent pas compte qu'elles nourrissent leurs enfants d'eau. C'est tout. Mais qu'il n'y a pas les nutriments qu'il faut. Et du coup, ben, on voit l'enfant dépérir tout doucement dans une souffrance parfois qui crève le cœur parce que c'est tellement lent. Et on regarde un enfant, on dit mais meurs vite, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Eh bien, vous voyez, tous ces éléments-là constituent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler ce qui est dans le mode de perception d'un réel ou d'une réalité. Et ce mode de perception fait qu'on n'est pas éveillé
à la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui, et il ne peut pas y avoir de continuité de l'humanité sans alliance avec la nature. C'est impossible. Et c'est pour ça que l'écologie réduite simplement à un parti, moi je ne suis pas d'accord. L'écologie, c'est le fondement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Fondement, et toute éducation d'enfant devrait intégrer cette notion d'écologie, non pas comme question subsidiaire, mais comme question fondamentale. Et si on ne fait pas ça, ben évidemment, de dérive en dérive, et aujourd'hui, l'être humain, dans la modernité, il est dominé par ses instruments. On ne sait pas où on va, mais on y va. Les cités sont nourries. Quand vous circulez, vous voyez sur les autoroutes, vous voyez la quantité de camions qui font des transferts du nord au sud, etc., qui transfèrent sur les autoroutes, etc. Et il se trouve qu'il y a eu un accident il y a quelques années. C'était 2 camions qui se sont percutés. Un camion partait de l'Espagne. C'était 2 camions qui transportaient des tomates. Mais il y en a un qui partait de l'Espagne vers le nord et l'autre du nord vers l'Espagne. Et ils se sont percutés dans les autoroutes. Ce qui fait que vous êtes retrouvés avec des tomates hollando-espagnoles. Mais elles ne se comprenaient pas. Voilà, c'est ça le problème. Et ben c'est déjà une caricature qui fait que la fragilisation du système humain est en route aujourd'hui parce que le système veut de la dépendance. Il ne veut pas de l'indépendance. L'indépendance casserait la baraque, quoi. À quoi ça sert d'avoir proposé des OGM? Alors qu'on sait très bien que c'est mauvais, c'est pas bon les OGM. C'est pas des choses qui se reproduisent, c'est même, paraît-il, d'après certains spécialistes un peu pointus, ça a un effet sur la santé qui est vibratoire, c'est-à-dire que notre système vibratoire, puisque nous vivons de cela, est complètement perturbé en quelque sorte par les OGM. C'est pas seulement la substance, c'est aussi comme c'est dénaturé. Et tout ce qui est dénaturé est une transgression par rapport aux lois de la vie elle-même. Et elle s'est organisée depuis des milliards d'années, la vie s'est organisée, on n'a pas attendu. Tout ça fait partie de ce qu'on pourrait, et bien d'autres choses, de ce qu'on pourrait inscrire dans ce qu'on appelle le paradigme moderne. Et ce paradigme moderne veut en fait avoir, par une espèce de démarche impérialiste, veut s'imposer à tout le monde, partout. Voilà. Moi, quand je suis allé en Cévennes pour faire un retour à la terre avec Michel, je ne savais rien. Rien du tout de l'agriculture. Donc je suis allé, grâce à mon ami médecin, il m'a envoyé vers des paysans, mais des vrais paysans. Et quand je suis arrivé, pour faire une sorte de séjour initiatique, c'était un séjour où je voulais qu'ils m'apprennent des choses. Ah non, vous êtes instruits, on n'a rien à vous apprendre. C'est même vous qui devez nous apprendre. Je dis non, je ne sais rien. Et quand on voit un paysan, sachant greffer, sachant à quel moment il faut semer, sachant comment il réussissait ses cultures, comment il arrivait à faire des choses magnifiques, et il est dévalorisé comme étant un ignorant. Pourquoi? Parce qu'on a créé un système avec la pétrochimie internationale, qui a produit quoi, Pétrochimie Internationale? Et là aussi, je ne veux pas juger ni blesser. Elle a produit un prescripteur agronome d'engrais, pesticides, etc. Et un prescripteur médecin, prescripteur des produits des labos pharmaceutiques. Et le tour est joué. Alors, je n'accuse absolument personne. Je dis simplement que cet arbitraire qui est parti de l'idée du profit et de l'Organisation internationale de la pétrochimie internationale a défini les choses. Même pour l'agriculture, par exemple, il se trouve que les nitrates ont servi à faire des bombes
C'est à ça que servait le nitrate. C'était l'ingrédient à partir duquel on faisait des bombes. Fin de la guerre. Bon, il y a des stocks. Faire des bombes, ça ne se justifie plus puisqu'il est en temps de paix. Eh bien, on a manipulé pour que les nitrates rentrent comme ingrédient dans l'agriculture. Et le tour est joué. Et de falsification en falsification, on arrive aujourd'hui à une impasse grave parce que le problème de demain n'est plus du tout maîtrisé, ni par les politiques. Personne ne peut maîtriser aujourd'hui, ne serait-ce que l'élément factuel, c'est-à-dire les éléments de l'histoire, ne sont pas maîtrisés. S'ajoute à cela le fait que les changements climatiques qu'on a souvent niés, même le très intelligent président des États-Unis niait les changements climatiques. Voilà. Et on arrive aujourd'hui, impasse économique, impasse écologique, impasse internationale. Donc c'est l'accumulation d'impasses. Ça ne veut pas dire que ça doit nous désespérer. Ça nous pousse à dire, pouvons-nous vraiment organiser les choses sur un paradigme qui lié à la nature, parce que la nature est indispensable, et qui crée une société conviviale qui puisse, cette société conviviale, faire rentrer ce qu'on appelle l'entraide. Voilà. Ça m'a suggéré les oasis en tout lieu. Vous avez peut-être entendu parler. Pourquoi les oasis en tout lieu? Parce que quand le quota de gens rejetés par le système, par le chômage, etc., ils vont faire quoi? Donc il faut réorganiser des systèmes dans lesquels les gens se rapprochent, mutualisent leurs compétences sur un lieu défini, un lieu nourricier, dans lequel l'autonomie alimentaire prime tout. Et c'est pas la communauté, si vous voulez, la communauté classique, c'est pas on vit tous ensemble, c'est plutôt le rapprochement de gens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont envie de vivre ensemble, mais vivre ensemble en mutualisant ce qu'ils savent. C'est un enrichissement extraordinaire, donc chacun vient, mais il y a un espace de mutualisation des savoirs et des savoir-faire qui bénéficie à chacun. Et c'est ce qui m'a inspiré les oasis. L'autre chose qu'on a mis, c'est, vous avez entendu parler des... C'est pour ça que je veux être concret, parce que je peux partir dans des envolées philosophiques, mais je préfère être quand même assez concret. Vous avez entendu parler des colibris. Ben, pourquoi les colibris? Les colibris, ça m'a été inspiré au moment où je lisais un texte sur lequel il y avait un chapitre sur les Indiens du sud de l'Amérique, et qui disait, ils avaient une légende, et cette légende disait, un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux atterrés, découragés, etc. Et puis il y a le petit colibri qui, lui, il renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bac, il va les jeter sur le feu, et il s'active, il recommence. Et le tatou qui l'observe depuis un bon moment lui dit, écoute, colibri, t'es cinglé, c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui dit quoi? Je le sais, mais je fais ma part. Ouais. Et je crois qu'il faut, quand on a compris ça, on a déjà dans le processus de sauvegarde et de salut. Voilà. Alors, je vous parle aussi de la question de la finance, et tout ça repose non pas sur des thèses ou des antithèses, mais ça repose sur ce que l'expérience concrète a inspiré. Parce que je me suis beaucoup engagé en Afrique, on a créé des structures de formation, on a fait donc ça repose en fait sur l'expérimentation des possibles, mais pas simplement sur des théories générales. Et quand vous êtes en plein Sahel, dans un lieu où la pluie est très rare, où les populations ont du mal à survivre,
Eh bien, c'est là que nous avons créé, avec mes amis, Maurice Freund, Point Mulhouse, etc., le premier centre de formation à l'agroécologie au nord, dans la partie sahélienne, c'est-à-dire dans la partie semi-aride, qui est en voie de désertification. Vous avez le désert qui avance. Si vous connaissez un peu la carte du Burkina Faso, c'est le nord, c'est Gorom, Dori, enfin toute cette partie qui est dans la zone sahélienne. Et cette zone sahélienne, elle est en voie de désertification aiguë. Parce que le sable du désert du Sahara avance de plus en plus et évidemment stérilise, enfin ne permet pas de survivre. Alors il y a quelques nomades qui circulent comme ça, qui maintiennent les choses, mais en fait le processus est en voie de désertification, le désert qui avance. Et là on a dit, bon ben voilà, on va faire une expérience de formation dans ces lieux, créer le premier centre de formation à l'agriculture écologique, un lieu dans lequel les paysans viennent se former à l'agriculture écologique. Il y a une partie qui est touristique, mais ce tourisme va amener les ressources pour que nous puissions, nous, avec ces ressources, créer la solidarité. C'est que l'argent que les gens nous donnent en séjournant, et bien cet argent, nous, on le recycle en formation des paysans. Et ainsi, celui qui vient séjourner laisse son argent, mais l'argent qu'il laisse, il sait que cet argent va contribuer à améliorer la condition des populations. On a mis ça en route, et puis ça a littéralement explosé. On a des demandes incroyables de partout. Si ça vous intéresse, toute cette histoire, je l'ai consignée dans un ouvrage que j'ai appelé « L'offrande au crépuscule », dédié aux femmes. Parce que ce que j'ai vu dans la réalité objective, c'est que si les femmes faisaient grève, tout s'effondre. Elles sont dans ces milieux-là, les premières levées, allaiter l'enfant, aller chercher. C'est admirable l'endurance qu'elles ont, la corvée d'eau, piler le grain. Et je les voyais, j'étais dans ce village, du matin au soir, première levée, dernière couchée, et travaillant. Je me suis dit, mais c'est absolument admirable, cette énergie féminine est extraordinaire. Bien entendu, quand on a des enfants qu'on a enfantés, ce que je me serais souhaité d'ailleurs, mais enfin bon, ça ne se passe pas comme ça, eh bien, on ne peut pas, disons, donner la vie et ne pas exiger que cette vie vive. Et c'est cela qui a été pour moi une immense révélation, c'est que ce courage et cette obstination à survivre étaient liés au fait que le féminin donne la vie. Bien sûr, il faut du masculin, mais à la fois une espèce d'état d'esprit qui est celui de ne pas détruire ce qu'on a enfanté, et ne pas détruire. Et à partir de là, je me suis beaucoup appuyé là-dessus. Il y a eu le centre de formation à l'agriculture écologique du nord du Burkina, le rapport avec l'État, et arrive une merveille qui s'appelait Thomas Sankara, et qui, lui, était vraiment dans une analyse et une compréhension de la réalité très, très aiguë. Et c'est pour ça que le pays qui s'appelait Haute-Volta, il l'a transformé en Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres. Parce que vous savez, ce qui détruit aujourd'hui, ce qui rend difficile, c'est la corruption. La corruption est généralisée. Vous avez ces roitelets qui placent de l'argent, des fortunes, etc. D'où la réaction de mon ami Ziegler qui dit la Suisse est un receleur de toute la saleté internationale. Et il s'est insurgé contre la Suisse en disant vous ne pouvez pas être des receleurs, des salopards. Voilà. Et tout ça fait que vous voyez bien la logique perverse dans laquelle nous sommes installés aujourd'hui. Et chaque jour, on découvre des gens qui sont corrompus, qui ont fait ci, cela. Mais la corruption provoque évidemment de la misère, provoque de la souffrance.
C'est pas simplement la corruption pour la corruption. Donc voilà le tableau, disons, à peu près exposé comme je peux le faire. Mais, alors, bien sûr, on ne peut pas faire simplement un diagnostic et dire, ah ben voilà, quand on a fait un diagnostic, on dit le malade va mourir et on n'y peut rien. Ou on fait le diagnostic et dit non, 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 le malade, ben, on va le soigner et on va essayer de le guérir. Et c'est dans cette logique de guérison sociale, d'initiation des êtres humains à la réalité fondamentale qui est liée à la survie humaine, qui passe à des aléas qui sont des aléas dont on n'a pas la maîtrise. Ce qui fait que c'est l'initiation que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est de dire est-ce que la conscience humaine peut s'intensifier au point de reconnaître que le destin collectif de l'humanité, donc 1 minute et demie à 2 minutes sur les 24 heures de la vie de la Terre, est-ce que cette conscience-là, aujourd'hui, est en mesure de prendre en compte l'initiation que lui fait la vie pour orienter complètement notre histoire? Et on ne peut pas ne pas orienter l'histoire, parce que si on continue avec tout ce fatras de choses, d'armement, de destruction, de pollution, vous pouvez imaginer que c'est pas possible de vivre. Et en même temps, on a une responsabilité à l'égard des générations qui viennent. Moi, je viens d'être un heureux grand-père de 2 petites filles, en plus de ce qu'elle a. Je regarde mes petites filles avec beaucoup de, comment dire, un sentiment indescriptible, mais la question, vont-ils avoir les moyens de vivre, se pose. Et elle se pose objectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas du sentimentalisme, c'est du réalisme. Et si on ne fait rien pour que ces générations qui arrivent, nos enfants, petits-enfants, etc., comme nous aussi, on a été enfants à un certain moment de notre existence, au début de notre existence, ben ça se pose en termes extrêmement rigoureux, d'où la nécessité véritablement de changer de logique. Dans ce que je proposais, j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Vers la sobriété heureuse ». Pourquoi j'ai écrit ce livre « Vers la sobriété heureuse » ? Parce qu'en fait, nous sommes dans une... vous avez peut-être entendu parler de ce bouquin de Osborne, qui s'appelait « La planète au pillage ». Et dans Osborne, il y a tout. Ce livre a été salué par Einstein, par Devoto, par tous les gens qui avaient une vraie conscience, tout en étant des savants. Moi, je suis très admiratif d'Einstein parce qu'à la fois, c'était un immense savant, mais à la fois, c'était une immense conscience. Et vous savez pourquoi j'aime Einstein ? Parce qu'il s'est fait photographier la langue dehors. Et ça, c'est une preuve vraiment de grande modestie. Vous voyez ? À la fois, il était dans son trip difficile, bombe atomique et tout ça. Il voulait absolument pas tout ça. Mais la conjoncture historique faisait que bon, c'était soit ne rien faire et laisser le nazisme, ses idéologies violentes prendre le dessus, soit malheureusement rentrer dans la confrontation pour arrêter le processus. Mais on se fait photographier la langue dehors. Et il n'y avait rien de plus modeste qu'Einstein, tout en étant considéré comme un grand savant. Vous avez aussi Devoto. Vous avez Huxley. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Osborne ?
Commoner. Qui a lu Commoner? Qui a lu Günther Schwab? Eh bien, vous voyez, des consciences extraordinaires qui ont alerté l'humanité. On ne les a pas lus. Voilà. On est plus dans la star, le machin, mais les consciences qui ont voulu vraiment rendre l'humanité, comment dire, objective, sans rentrer dans les sentimentalités, mais rendre l'humanité objective, nous sommes en train de nous détruire. Et ça, comment se fait-il qu'on n'ait pas conscience que nous sommes en détruisant les facultés qu'a la nature de nous faire survivre, nous détruisons nous-mêmes. Voilà. Et je suis rentré dans ce thème-là parce que c'est celui que je ressens comme étant d'une extrême urgence. C'est-à-dire comment les êtres humains vont, évidemment, il y a toute la problématique des disparités entre le nord et le sud. Vous savez qu'on évalue à peu près à 1/5 de la population de la planète qui consomme les 4/5 des ressources produites sur la planète, en affamant les autres. Et ensuite, vous constatez que dans cette surabondance, il y a 40% de déchets. Les décharges publiques sont pleines de... Donc, vous avez toutes ces équations qui amènent à dire est-ce qu'on maintient en quelque sorte cette logique-là de gaspillage, etc., sans prendre conscience que nous sommes sur gaspillage, nous sommes en train de finalement d'épuiser, de participer, si peu que ça soit, mais en étant nombreux, à un véritable épuisement des ressources, dans une forme d'égoïsme totalement inconscient, ou est-ce que le moment n'est pas venu de faire de la sobriété une vertu? Alors quand j'ai écrit vers la sobriété heureuse, c'était pas la décroissance et tout ça. En 2002, vous savez que je me suis présenté aux élections présidentielles. Enfin, je me suis présenté parce qu'on m'a mis la pression. Voilà. Dans mon idée, je voulais pas, ça me venait même pas à l'idée. Je me dis, Pierre, il faut que tu te présentes aux élections. 2002. Comment moi me présenter aux élections? Mais qu'est-ce que vous racontez? Si, il faut y aller. Voilà. Donc, après quelques nuits blanches, j'y vas-tu pas, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Donc, je me suis lancé dans la campagne présidentielle de 2002, en souhaitant évidemment ne pas être... voilà. Et du coup, vous savez il fallait obtenir des signatures d'élus. Moi, je me suis dit, si on a 3 ou 4 signatures d'élus en état d'ébriété, ça sera pas mal. Je me suis dit, c'est pas possible parce que notre programme est tellement décalé. Le féminin au cœur du changement, réhabiliter le féminin, mettre au cœur du changement, une autre éducation des enfants, renoncer à la compétitivité dès l'école, mais apprendre aux enfants la solidarité plutôt que la compétitivité, respecter bien sûr la nature, l'agriculture écologique, le rapport, disons, tout ce rapport important et qui nous paraissait vertueux, nécessaire, c'était le contenu de notre campagne. Avec, en titre premier, appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et on est parti au Caïdo à faire notre tournée, à parler aux gens, non pas dans le sens, comme je vous parlerai, votez pour moi. Non, c'était dans le sens, voilà les valeurs qui nous paraissent importantes à défendre, est-ce que vous les partagez ou pas? Donc c'était ça. Et du coup, ça a éveillé, moi je craignais d'avoir les 500 signatures, en me disant, si j'ai les 500 signatures, je vais être obligé d'aller plus loin. Et plus loin, je ne sais pas quoi faire, je ne vais pas rentrer dans la politique politicienne, et ce serait donc autre chose. Et cette autre chose nous habitait déjà, parce que comment se fait-il qu'on soit dans l'abondance et même pas heureux? Et ce qui atteste bien que nous ne sommes pas heureux, c'est la consommation d'anxiolytiques,
les divertissements, les machins. Je suis pas contre les divertissements, mais enfin, ça prend des proportions quand même qui sont ahurissantes. Voilà. Quand je vois ces foules hurler parce qu'on tape dans un ballon, je m'excuse pour les fans du football, mais enfin, je trouve ça vraiment. Alors, j'étais au Burkina à cette occasion-là. Il y avait la personne qui était pratiquement un frère qui m'hébergeait. Il était un fan du football. Bon, alors j'ai regardé le football. Ça, c'était pour lui inconditionnel. Hein. Il fallait qu'il voie son match de football. Donc j'étais là et il y avait son vieux père qui était à côté, qui regardait aussi. Et le vieux père, bon, il est très, hein, il est vraiment le paysan authentique, de base, sympa, mais c'est tout. Et le père, il regardait. Et à un moment, il dit, mais il y a qu'à leur donner à chacun cette chose qui se dispute, et puis ils arrêteront de se disputer. Dans sa naïveté, il allait vers... Alors bien sûr, nous, on éclate de rire, le vieux, etc. Mais il y avait quelque chose de presque de juste dans son affaire. Et donc, on aboutit aujourd'hui, si on veut résumer les choses, la question se pose, sur quelle base allons-nous créer le futur? Alors, je vous ai parlé des oasis. Il est impossible que l'avenir soit fait sur le salariat. Le salariat est en train d'être remis en question parce qu'il faut une logique de la croissance économique. Mais la logique de la croissance économique, nous l'avons combattue déjà en 2002 à l'occasion de la campagne électorale. Cette logique-là ne peut pas tenir, c'est impossible. Même une baleine, elle croît, mais enfin, elle s'arrête. Je veux dire, il n'y a pas... ce principe de croissance de toujours plus est un principe complètement contre la vie. Il n'a rien à voir avec la vie. Et c'est pour ça, sobriété heureuse, c'est-à-dire cultiver le contentement. En cultivant le contentement, on est heureux. Mais si on ne cultive pas le contentement, eh ben, on est toujours dans la frustration, et c'est de cela que joue la publicité. La publicité joue sur le fait sur la frustration. Alors, il y a quelques années, j'avais vu une femme magnifique présenter une tronçonneuse. Voilà. Et alors, j'ai dit, mais avec la tronçonneuse, il y a la femme aussi. Et là, j'achète tout de suite. Mais vous voyez comment on dénature la femme. C'est-à-dire que la femme ne devrait pas se prêter à cette voilà, c'est une insulte d'utiliser la femme parce que objet sexuel, etc., ça devrait être interdit, tout ça. Il faut qu'il y ait quand même un respect à avoir vis-à-vis de la... Et si vous regardez bien les publicités, elles sont ce qu'on appelle subliminales. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur le réalisme. Le réalisme eût été la tronçonneuse a telle ou telle caractéristique, telle performance, elle vaut tant. Voilà, ça suffit. Mais faire passer le tout par l'imaginaire érotique pour faire acheter, moi je considère que c'est une insulte. Je peux quand même comprendre, et la publicité n'arrête pas de jouer sur le subliminal parce qu'il y a énormément de frustration. Et partant de ces frustrations, il y a une manipulation mentale. Et laquelle manipulation mentale, on la reproche aux sectes. Les sectes, on dit, ils manipulent. Mais la publicité, elle manipule aussi. Voilà. Mais les sectes, oui, ça, c'est grave. Mais c'est rentré tellement dans les mœurs qu'on intègre énormément d'éléments qui sont des éléments anormaux par rapport à ce qu'on pourrait appeler le respect de l'être humain, mais qui sont de plus en plus validés, jusqu'au moment où l'être humain, finalement, n'a plus aucune valeur, si vous voulez. Il a la valeur de son travail, de ce qu'il peut faire. S'il ne peut pas travailler, il ne vaut plus rien. Et du coup, on est dans une société dans laquelle même l'être humain, on lui prend bien sûr son énergie métabolique, sa pensée, son cerveau. On connecte les cerveaux. Et puis on dit, voilà, c'est ça, le vivre. Et pendant ce temps-là, encore une petite anecdote. Nous sommes installés donc dans une ferme en Ardèche,
Et tout à fait au début, en 61, nous sommes dans un pays qui est tempéré, mais enfin, il y a des hivers froids. Donc il fallait couper du bois pour se chauffer, c'était normal, dans notre petite ferme. Et puis, comme c'était un gros boulot de couper les arbres pour se chauffer, bah, tout seul, c'était pas possible. Donc je fais une alliance avec quelqu'un qui disait lui aussi avoir des difficultés à tout seul à préparer son bois pour l'hiver. Je le rencontre sur le marché, je dis bah, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas m'aider à couper mon bois et je vais t'aider à couper ton bois. Tu me donnes une semaine et je te donne une semaine, on prépare tout, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, il fallait faire tout avec des grandes scies voilà, on appelle des passes d'ailleurs, etc. Et toute la journée, nous travaillons à préparer le bois chez lui, et ensuite il vient préparer le bois chez moi. Et on travaille toute la journée dans le silence, les oiseaux, le casse-croûte de midi, c'est vraiment un temps de travail, mais un temps tellement agréable d'être dans les bois, et la journée s'achève. Et on se met à se préparer, à rentrer dans nos maisons, et il y a un crépuscule magnifique, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, absolument splendide. Et sur ce panorama se découpait un arbre, puisque c'était l'hiver, ça faisait comme une dentelle sur ce coucher de soleil. C'était splendide. Et moi j'étais là en train de regarder ça, cet arbre, vous voyez, en dentelle, le paysage derrière, plein de couleurs, etc. Et je veux quand même partager cette joie tranquille avec mon ami. Alors je le prends par la main, silence, je le prends par la main. Lui était en train de ranger les outils, il ne comprend pas, je le prends par la main et je lui dis, alors imaginez l'arbre, cette dentelle, le coucher de soleil plein de couleurs magnifiques, et je lui dis, regarde. Il dit oui, il y a au moins 10 terres. Et ça signifie qu'on a dépoétisé la vie. Il n'y a plus que du matériel, il n'y a plus que de la rentabilité, il n'y a plus que tout ça. Ras-le-bol. On est là pour vivre et pour jouir de ce que la nature nous donne gratuitement. Gratuit, c'est tout gratuit. Eh ben non, c'est le fric qui prend le dessus, et tout ce qui n'a pas une valeur monétaire n'a plus de valeur. Et voilà dans quoi nous sommes enlisés. Et après, on s'étonne, ah ben on n'est pas bien, on consomme des anxiolytiques, du spectacle, du machin et des trucs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi, avec les données du monde actuel, avec cette, comment dire, cette faconde humaine, cette espèce de jeu d'un être humain qui se divinise et qui se donne beaucoup d'importance, etc., etc. Mais quelle importance ? Aujourd'hui, on est en train d'assister à quoi ? À un virus qui est en train de... Et s'il était, comme je disais tout à l'heure, s'il était beaucoup plus virulent et qu'il tuait plus, ça peut arriver aussi. Donc attention, revenons à une certaine modestie. Et il est reconnu que si une grande partie du budget consacré à la destruction, à des choses inutiles, était consacré à comment prendre soin de notre planète, c'est-à-dire reboiser, lutter contre l'érosion des sols, réhabiliter les semences, aider les populations en désarroi, dans la famine, etc. Tout ça, on peut le faire avec un petit pourcentage très limité de ce qui est consacré à la mort. Ce qui relève de tout ça, c'est que nous sommes plus dans l'exaltation de la mort que dans la vie. Et nous ne sommes pas vivants. Nous sommes là à attendre les échéances. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes tous mortels. Non, mais je ne veux pas vous casser le moral, là, c'est ce que vous faites. Et qu'un jour ou l'autre, le milliardaire, il ne peut pas négocier avec la mort.
médicaments, on ne négocie pas. Voilà. Ah, je t'apporte des milliards. Ah ben non, je m'en fous. Des milliards, tu passes comme tout le monde. Et tu vas passer toute ta vie à trimer pour pouvoir accumuler le tout pour le laisser finalement. Donc ça amène à dire, est-ce que nous pouvons, par la simplification, par la simplicité, par la beauté, par la bienveillance, créer un monde différent. Et nous avons aujourd'hui tous les moyens de le faire, mais il ne faut pas trop tarder. Alors, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je suis là, Pierre Rabhi, c'est 50 kilos tout mouillé. Donc il n'y a pas, c'est pas Pierre Rabhi là. Mais par contre, quand même, il faut reconnaître qu'on travaille à une mutation de la conscience à notre niveau. On ne prétend pas que nous, on va chambouler la planète. Nous travaillons à cela, mais nous avons quand même disons, un témoignage qui peut nous permettre de continuer à parler comme je le fais, c'est que nous agissons en même temps. Que nous créons les bibliothèques sont pleines de bons sentiments, de bons trucs, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes attendus dans comment, concrètement, faire évoluer notre société de façon à ce que les enfants qui suivent puissent vivre dans une société vivable et non pas continuer dans cette dissipation et destruction généralisée qui est en train déjà de les condamner. Voilà. Et puis, il faut aussi universaliser la générosité, universaliser la beauté. On ne peut pas continuer comme ça à ignorer que des êtres, tous les jours, avoir un bol de riz, c'est un problème. On ne peut pas nier que les baleines sont en train de disparaître par prélèvement excessif. On ne peut pas nier que les forêts sont en train de disparaître aussi par la cupidité, comme ce monsieur Bolsonaro, allez-y, la forêt tropicale, allez-y. Mais dans la forêt tropicale, il n'y a pas que seulement le bois, il y a aussi les créatures qui vivent dedans, il y a des communautés humaines qui vivent dedans. Et bien, il prend la décision de détruire. Ça veut dire qu'il y a une défaillance, en quelque sorte, de la potentialité de conscience et potentialité humaine qui peut être très puissante. Il y a une énorme défaillance et finalement, on est dans un bateau dans lequel on met des rustines, on rafistole, etc., sans savoir où il va. Et le renouvellement de la conscience, ce que je veux dire par là, c'est que le temps du renouvellement de la conscience, c'est-à-dire de l'observation d'une réalité historique qui est en train d'évoluer vers le désastre. Vous savez, ce type qui tombe du 20e étage, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Eh ben non. Et nous allons vers quelque chose de... Et je ne suis pas là pour vous casser le moral, je suis là au contraire pour dire, nous avons des solutions. Mais il faut les appliquer. Si on ne les applique pas, si on constate de faire des thèses et des antithèses, ça ne marchera pas. Les bibliothèques sont pleines à craquer de tout ce que vous voudrez. Seulement le problème aujourd'hui, il est concret. Est-ce que demain, nous allons cultiver autrement, préserver la terre, préserver les semences, préserver l'eau, préserver les éléments qui sont indispensables, ou on continue à gloser et à faire des diagnostics stériles? Là, il y a un problème. Donc, éveil à la conscience et à l'élévation des consciences. Et aller vers, quand même, la satisfaction d'exister. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Alors, pour prolonger un petit peu le plaisir, on va prendre 3 questions dans la salle. Donc, qui a une question? S'il y a une question.
Donc je m'appelle André Langos, je suis... Pardon, Voilà. Ici, oui, non, je suis Saint-Joseph. je vois pas la Coucou, personne. je suis là. Ah, Donc, je d'accord. m'appelle André Langos, je suis avocat franco-allemand, j'habite à Annecy. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous voyez le système énergétique aussi bien en Europe qu'aussi en Afrique. Parce que je pense une des raisons aussi pour l'immigration, c'est qu'il y a le manque aigu dans les zones rurales en Afrique. Il manque de l'eau, il manque d'électricité, il manque de tout. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, je dirais que dans un premier temps, il faut que nous soyons sobres dans la consommation. Parce que si on est dans toujours plus, toujours plus, toujours plus, ça n'a plus de limite. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis la sobriété qui donne des limites à mes besoins. C'est-à-dire mes besoins, je leur mets une limite. Si je mets aucune limite à mes besoins, ces besoins sont toujours croissants et il faudra de plus en plus d'énergie et il faudra de plus en plus de matière. Donc c'est pour ça que je préconise que nous trouvions le bonheur dans la simplicité. Et si nous sommes constamment frustrés, parce que sur quoi joue le système? Sur la frustration humaine. Ah, mais vous êtes un pauvre type, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas des derniers modèles de bagnole, vous n'avez pas, etc. Et cette stimulation, en quelque sorte, de l'envie permanente, fait qu'il n'y a aucune limite. Et c'est pour ça que je dis, et quand je dis ça, je ne le dis pas théoriquement, parce que quand nous sommes installés nous-mêmes à la Terre, on a défini le seuil au-delà duquel nous devrions rester pour qu'il y ait d'abord équilibre et pour que nous soyons dans la satisfaction. C'est ce qu'on a réellement en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche, dans la ferme de Montchamp, où nous nous sommes installés. Eh bien, nous avons fait de l'élevage de chèvres, de l'agriculture, etc. Et qu'est-ce que nous disaient les experts? On avait 30 chèvres, on a dit, nous, on s'arrête là. Parce qu'avec 30 chèvres, on peut répondre à nos besoins. Voilà. Et les experts nous disaient, mais 30 chèvres, vous n'allez jamais vivre avec 30 chèvres. Pourquoi vous ne doublez pas? Pourquoi vous... Je dis non, on limite. Il se trouve qu'il y a une chance, c'est que nous sommes, et en particulier, je suis habile de mes mains parce que j'ai beaucoup travaillé manuellement, ce qui fait qu'on a pu construire notre maison, on a pu faire des choses sans avoir recours à des prestations de gens qui nous auraient demandé de l'argent. Mais le principe fondamental, restons sobres. Et à partir de ce moment-là, je décide d'être dans la sobriété. À ce moment-là, ça change tout. Une fois qu'on a atteint... après tout, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de nous nourrir, c'est indispensable, d'être vêtus, d'être soignés quand on est malade. Donc ces besoins-là sont très faciles à obtenir. Seulement à partir du moment où on commence à dire tout le superflu, besoin de ceci, besoin de cela, et il y a une escalade à l'envie, à ce moment-là, on peut plus s'en sortir. Je ne sais pas si ça vous convient, ma réponse. Ça vous convient? Je pense que c'est aussi important de savoir, même si on est dans une sobriété, comment on produit aussi les produits de base, par exemple de la l'huile des machines, ou il y a l'électricité. Alors, il y a énormément d'alternatives. Seulement le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème si le besoin ne fait qu'augmenter. Si le besoin ne fait qu'augmenter, évidemment, il faut suivre. Mais si on met un seuil au besoin, à ce moment-là, on peut résoudre le problème. Mais on ne peut pas le résoudre dans une société qui n'est jamais satisfaite, qu'il faut toujours plus, qu'il faut... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Et donc, ça relève des postures que nous prenons. Encore une fois, je ne me pose pas du tout un exemple, mais quand on a choisi de s'installer à la terre, on a dit, mais nous, avec 30 chèvres, l'agriculture bio, quelques prestations à droite et à gauche, où je réparais des maisons pour les gens, etc., eh bien, ça suffit. Voilà. Ce qui fait qu'on n'a jamais été endetté, on n'a jamais été... parce qu'on a choisi, en fait, d'aller vers la puissance de la modération. Ce que j'appelle la puissance, c'est puissant, la modération. Ce qui est faible, c'est vouloir toujours plus. Ça, c'est de la faiblesse pour moi. Mais quand on cultive le contentement, c'est-à-dire je me contente de ça et je suis puissant avec ce contentement, pas de dette, pas de trucs comme ça,
Ben voilà. Et je ne dis pas on se pose comme exemplaire. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, c'est notre philosophie, c'est comment cultiver le contentement. Quelqu'un d'autre? Et puis s'il faut, je peux répéter. Ok. C'est bon. Merci beaucoup déjà. Pardon? Merci beaucoup déjà. Merci. J'ai une question par rapport aux oasis qui se Oui. créent un petit peu partout en France. Quels conseils vous donnez à des groupes qui essaient de se rejoindre avec des idéaux? Parce que quand on vous écoute, enfin, personnellement, tout de suite, je suis convaincue, j'ai l'impression que ça me donne une force immense. Ça rassemble un petit peu des idéaux que j'ai. Après, je suis issue d'un système salarié, issue d'un système scolaire où on m'a pas appris à faire moi-même, mais où on m'a appris à obéir à une autorité. On m'a appris à penser, mais pas forcément à faire avec mes mains. Je vois beaucoup d'écolieux qui se créent ou de groupes qui essayent de créer quelque chose et qui, pendant 2 ans, 3 ans, parlent, réfléchissent et sont pas dans le concret. Et il y en a qui fonctionnent, mais finalement, sur le nombre, il y en a peu qui aboutissent à quelque chose qui se tient, qui trouve son équilibre. Du coup, quels conseils vous donnez à des gens comme moi, quoi, qui ont fait des études, qui sont instruits et puis qui sont un petit peu maladroits avec tout ça pour arriver à faire des petits pas jusqu'à une vraie réalisation? Moi, ce que j'ai constaté qui fait qu'il y a des échecs, c'est l'humain lui-même. C'est les jalousies, les rapports qui ne sont pas justes les uns avec les autres. On revient toujours au comportement humain. C'est-à-dire que s'il y a de la bienveillance, là, ça peut marcher. Mais à partir du moment où s'introduit la jalousie, les machins, les comparaisons, le vouloir dominer, etc., c'est ça qui fait échouer les choses. Parce que le changement n'est pas simplement parce qu'on va créer une oasis que tout va changer. On est appelé à changer humainement pour que le reste puisse fonctionner. Et si il y en a qui disent vulgairement le putain de facteur humain, mais enfin bon, c'est pas mon langage, mais le facteur humain est véritablement décisif dans la façon pour réussir un projet comme celui-là. Du coup, conseil, ce serait quoi de faire appel à quelqu'un qui est neutre dans l'histoire et qui permet de faciliter les échanges ou de... Non, c'est le connais-toi toi-même. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est pas avoir recours à l'un ou l'autre, c'est le connais-toi toi-même. Et quand on connaît les mécanismes, et moi je vous parle, mais je suis passé aussi par les affres de l'égoïsme, c'est-à-dire de vouloir pour soi, de ne pas tenir compte des autres. Puis finalement, on se dit, bah oui, mais où est le problème? Le problème, il est en moi. Et s'il n'est pas résolu en moi, et pourquoi on est enfin, je veux dire, des choses délicates à dire dans ces choses-là, parce que quelquefois, enfin, les paysans disaient, les choses commencent par Dieu soit béni, et ça finit par le diable t'emporte. Donc il y a un travail à faire vraiment humain. Et c'est pour ça que nous parlons d'humanisme, nous ne parlons pas d'humanitaire. Parce que l'humanitaire, c'est bien commode, on affame les gens, puis après on va avec des sacs de riz pour leur dire regardez comme nous sommes généreux, alors qu'on leur a tout piqué. Mais l'humanisme rentre dans la reconnaissance de l'autre, mais en tant que personne humaine qui nécessite respect. Comprenez la différence? Sinon, c'est trop facile de faire de l'humanitaire. Je connais des tas d'organisations humanitaires, sauf qu'il ne faut pas voir comment ils se comportent entre eux. On est généreux, on amène du gras, oh là là, c'est magnifique. Seulement quand j'avais un grand ami musicien qui s'appelait Menewi, qui malheureusement, c'était un immense violoniste, un immense musicien avec lequel j'ai eu le bonheur d'être en communion.
qui disait quand on joue une symphonie, ah, c'est merveilleux. Ah, mais il ne faut pas regarder ce qui se passe dans les coulisses. C'est beaucoup moins symphonique. Voilà. Et ça revient à dire, bon, ben aujourd'hui, si nous, êtres humains, nous ne faisons pas un travail de changement de nous-mêmes, rien ne changera. Et l'élément fondamental, alors, qui vraiment contre lequel qui me met en colère, c'est qu'on commence l'enfant dès tout petit, ah, il faut que ce soit le meilleur, il faut que tu sois le... Mais on démarre mal. On pourrait dire à l'enfant, aidez-vous les uns les autres. Et la question, et la problématique de la femme, subordonnée sur l'ensemble de la planète, obligée de lutter pour se faire reconnaître, eh ben ça ne peut pas marcher. Il faut le respect de la personne humaine, il faut créer des liens féconds et bienfaisants les uns avec les autres. Ça paraît ringard, mais quand vous regardez la réalité, c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Souvent, les rapports humains sont en quelque sorte falsifiés par le fait que nous ne faisons pas le travail de bienveillance à l'égard des autres. Voilà. Alors ça paraît vraiment ringard, hein, peut-être, j'en sais rien, mais c'est réaliste. Voilà, on va en rester là pour ce soir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.